Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée, actrice, réalisatrice, mannequin et auteur. Vous avez pu la voir notamment sur TF1 dans la série Master Crime dont la 3e saison est en préparation. Anne Le Naine pour la mise en scène vient nous voir et pour l'écriture du spectacle, on va tous être d'accord ou pas sur les codes et les cases portés par Marie Beau en ce moment au théâtre Le Pic et cela joue les lundis et mardis à 21h jusqu'au 1er juillet. On va longuement en parler, l'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Anne Le Naine. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Je suis ravie de vous recevoir. Merci à vous. Parce qu'on va parler de beaucoup de choses très intéressantes dans cette émission. On va parler de la façon dont on traite un sujet qui est important aujourd'hui et d'une manière que vous avez choisi d'écrire qui est assez, j'ai envie de dire, pas commune, peu commune. Et c'est tout le sel et toute l'intelligence de la pièce que vous avez écrite qui est un seul en scène et pas une pièce d'ailleurs. Absolument. C'est bien de le préciser. Très gentil. Je tiens à préciser que j'ai coécrit cette pièce de théâtre avec Marie Beau et Vincent Azé. Exactement, à l'écriture. on va en parler bien sûr. Alors cette émission, je voulais un petit peu expliquer, c'est l'envie de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, tout d'abord, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire, vous diriez lesquels? Oula. Je dirais que je suis obstinée, ce qui n'est pas toujours une qualité, que je suis courageuse et gentille. Une qualité. Et gentille. Et gentille. Et bien on va voir. J'aime bien ce mot. On va voir si ça colle avec votre personnalité donnée tout au long de cette émission. Et l'on démarre par le début, toujours le début. Anne Le Naine, vous êtes né un 25 septembre dans les années 70 à Arras, dans le Pas-de-Calais. Si mes informations sont bonnes, vous avez passé les 17 premières années de votre vie à Libreville, au Gabon. Votre père était conseiller auprès du ministre des Finances. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et surtout, dans quel cadre vous avez grandi? J'ai grandi dans un cadre très aimant, dans une Afrique qui était très, très douce à cette époque et vraiment très apaisée, où nous étions tous mélangés. Donc j'ai des souvenirs de sérénité et de bonheur avec des parents, une maman merveilleuse qui m'a donné beaucoup d'amour, mais une vie traversée de drames, ce qui forge et ce qui m'a très vite appris la fragilité de la vie, mais aussi sa beauté. Ben oui, ça fait partie du chemin, comme on dit. Quel genre de petite fille vous diriez que vous étiez et quelles étaient vos passions? J'étais une petite fille très... C'est assez paradoxal. J'étais très joyeuse, puisque ma mère me disait que j'étais son petit rayon de soleil, et en même temps très angoissée. J'ai très tôt été consciente de la mort et de la possibilité de perdre ceux qu'on aimait. Mais vraiment, quand je vous dis très tôt, j'avais 4-5 ans, j'avais déjà cette conscience-là. Donc voilà, une petite fille angoissée, mais hyper active, aimant la vie et voulant toujours réparer l'autre. J'étais un petit peu l'enfant qui voulait consoler et faire en sorte que tout le monde aille bien. Le syndrome du sauveur. Je ne sais pas si ça va jusque-là, mais en tout cas, oui, c'était l'autre a tôt été une préoccupation pour moi. Est-ce qu'il y a une envie de vous défendre dans cette enfance-là, comme une quête de défense, d'autodéfense? Comment vous l'expliqueriez? Parce que très tôt, je crois que les arts martiaux, ça vous appelle. En tout cas, c'est ce que vous allez développer. Alors, c'est drôle ce que vous me dites, parce que je me suis posé cette question il y a peu de temps. C'est intéressant ce que vous dites. Et je pense qu'en effet, il devait y avoir quelque chose en moi sur lequel je n'avais pas mis le doigt, de l'ordre d'une fragilité qui a fait que j'ai voulu, moi, pouvoir me protéger toute seule. Certainement. Certainement, vous avez raison. Et oui, très tôt, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux divers et variés. Et ça m'a formée, vraiment. Après un baccalauréat scientifique, vous allez intégrer une classe préparatoire maths sup à Paris. Vous avez une licence en sciences économiques. À la base, vous vouliez faire quoi? C'est compliqué. Est-ce que vous saviez? À la base, j'ai eu des velléités. Je voulais être pilote de chasse à un moment. Parce que j'avais un tonton que j'aimais passionnément, qui vivait avec nous d'ailleurs en Afrique,
et qui était pilote de chasse, qui m'emmenait parfois avec lui dans son avion. Donc j'ai grandi vraiment, c'était un peu mon deuxième papa. Et il s'est tué quand j'avais 14 ans, tragiquement. Donc j'avais cette envie d'être pilote, d'où Matsup et tout ça. Et puis il y a eu après un moment de ma vie où je pensais me marier, avoir des enfants, et je m'étais dit ça va certainement peut-être être compliqué de joindre tout ça. Donc je me suis réorientée, je me suis dit bon, alors je suis bonne en maths, donc on va travailler, on va travailler dans la bourse peut-être. Et puis après les rencontres, très vite, ma vie vraiment, ce que je suis aujourd'hui, ce sont les rencontres qui m'ont fait changer de route. Anne Le Naine, à 18 ans, vous allez être repérée par une rencontre, un couturier, Ted Lapidus. C'est à lui, bien renseigné. C'est à lui que vous devez de devenir mannequin au départ, où il y avait une vocation. Parce que c'est vrai, vous êtes grande, vous êtes très belle, de vous-même, vous auriez pu tout à fait emprunter ce chemin. Absolument pas. Ah non, absolument pas. D'abord parce que j'avais c'est pour ça que quand vous dites est-ce que c'est à Ted Lapidus que je dois, je pourrais même pas dire ça, parce que pour moi c'était j'avais de gros problèmes avec mon image. Donc à l'époque où je croise Ted Lapidus par hasard dans un avion, je suis anorexique à ce moment-là, donc je dois faire 15 kilos de moins que maintenant. Et je suis à l'époque, je crois que je suis à Assas, je suis en fac de sciences éco à Assas. Et dans l'avion, il me demande si je suis mannequin. Et moi, très fièrement, évidemment, je ne réponds pas du tout. Je suis étudiante. Je vais pas du tout. C'était impossible pour moi. Et en fait, j'accepte, je deviens mannequin quelque temps pour cacher ma maladie. C'était pour moi une planque parfaite pour mes parents. Bah oui, parce que j'avais donc le devoir d'être maigre. Ouais. Donc ça allait être une planque parfaite. Mais j'ai été extrêmement malheureuse parce que comme j'avais déjà des difficultés avec mon image, quand on est, enfin, en tout cas moi, de ce que j'ai vécu, on n'est jamais assez mince, jamais assez ceci, jamais assez cela. Donc au lieu de manger une carotte, on va en manger une demi, et ça n'a rien arrangé de mon rapport à la nourriture et de ma maladie à cette époque. Comment vous expliquez ce rapport au corps alors et cette anorexie ? Ah, vous allez dans l'intime. Je l'explique parce qu'il y a eu des périodes d'anorexie et de boulimie également. Je l'explique par une profonde inquiétude et douleur que j'avais au sujet de mon frère. Ouais. Et quand on est malade de cette maladie-là, c'est une maladie. Enfin, on réduit sa vie à un seul symptôme en fait, qui est le rapport à la nourriture. Et de ce fait, ça anesthésie absolument tout le reste. Oui. Et ça fonctionne très très bien. Ça ne donne plus d'envie. Donc forcément, la nourriture qui est l'épicurien, le sens d'aimer la vie vient se couper. Je me permets, est-ce que cette pièce de théâtre, ce seul en scène, c'est un peu l'histoire de vos deux vies? Parce que vous en parlez brièvement à un moment donné, vous allez parler du sida. Est-ce que c'est un clin d'œil, un hommage, et c'était nécessaire pour vous? Oui, je pense que je ferai un jour certainement quelque chose. Je créerai quelque chose en souvenir de mon frère. Je sens que vous l'évoquez. Bien sûr que c'est un clin d'œil en tout cas, pas un hommage, parce que il s'agit de 3 phrases dans le spectacle. Donc c'est vraiment c'est un aparté. On ne parle pas de ça dans le spectacle, il est avant tout fait pour rire. Mais oui, tout ce que je fais, de toute façon, les êtres qui sont partis m'accompagnent. Donc il y a de ci, de là des clins d'œil à leurs égards. Anne, après le mannequinat, vous allez être dans la production de spectacles. Encore une fois, c'est une rencontre. Vous travaillez pour le Casino de Paris et pour le producteur Gilbert Coulier. Vous allez devenir actrice grâce au regard de Dominique Besnéard qui vous dit « tu dois y aller quand même ». Et je me suis demandé si finalement cette pièce de théâtre, cette seule en scène, on va tous être d'accord ou pas, vous auriez pu vous aussi le porter, parce que c'est peut-être l'histoire de tous. Ah ben bien sûr, mais totalement. C'est un spectacle universel parce qu'en fait, il parle de l'intime. Parce que, quelle que soit notre différence de sexualité, de couleur de peau, de religion, on cherche tous notre place dans cette société, que ce soit dans un groupe, au travail, au sein de votre famille. Donc on peut
tout le monde s'identifie. C'est pas un spectacle qui est destiné à une communauté, même s'il parle de cette communauté, mais c'est un spectacle pour tous, pour ceux qui se cherchent, pour ceux qui aiment, pour ceux qui ont juste envie de passer une bonne soirée. Mais oui, j'aurais tout à fait pu le porter totalement, absolument. Mais Marie Beau, qui est une comédienne qui, pour moi, est vraiment une révélation. Elle a une vérité, elle a une puissance, une énergie incroyable, et elle est terriblement drôle et terriblement attachante. L'incarne magnifiquement. Parfaitement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Marie Beau, c'est une comédienne. Elle avait déjà joué dans les spectacles adopteunjules.com pendant 7 ans, 1 million de téléspectateurs, L'escroqueur, Comment je suis devenue hétéro. Et aujourd'hui, donc, elle porte ce seul en scène que vous avez coécrit. Vous l'avez coécrit avec d'autres personnes avec vous, Marie Beau et Vincent Azé. Ça se joue en ce moment au Théâtre Le Pic, le lundi et mardi à 21h jusqu'au 1er juillet. D'abord, je tiens à souligner ce petit air de Marie Beau d'une présentatrice américaine qui s'appelle Hélène DeGeneres. Je ne sais pas si on lui a dit ou pas. Ça m'a frappé. C'est drôle parce que j'en ai pas parlé avec elle. Moi, on me l'a dit en tout cas. On me l'a dit à 2 ou 3 reprises depuis. Le spectacle ne s'est joué que 6 fois, je crois 7 fois avec hier soir. Mais oui, ça m'a été évoqué plusieurs fois. Absolument. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Clairement, c'est l'histoire de Marie Beau, qui pourrait être l'histoire de tout le monde, de tout à chacun, quand on parle de cette quête de soi et aussi peut-être du regard que les autres portent sur vous, quand on ne sait même pas nous-mêmes où est-ce qu'on va, qui on est, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, et qu'on n'a pas forcément aussi envie de se poser la question. Pour raconter son histoire, Marie Beau, ses parents voulaient un fils. Au départ, ça plante le décor. Elle vit dans une famille campagnarde. On est dans une ferme du Beaujolais, son père est viticulteur, il lui apprend le tracteur. Voilà, elle va au fur et à mesure créer sa vie quelque part. Elle part, elle se retrouve dans une chambre bleue parce qu'elle veut faire une coloc, et puis finalement elle rencontre plusieurs amis, plusieurs personnes, et puis on lui dit qu'il faut absolument qu'elle aille dans le Marais. Elle se retrouve dans le Marais, et puis elle se rend compte que finalement il y a des codes et il y a des cases, et que tout le monde n'est pas forcément mélangé, à l'heure où on jette un regard sur elle qui est celui d'une lesbienne qu'elle n'est pas forcément et qu'elle ne sait pas. Qu'elle n'est pas encore. C'est ça, qu'elle ne sait pas encore. Tout. Et ça, c'est assez fou quand même, ces fameuses étiquettes qu'on peut poser sur les uns et les autres quand on n'y est pas encore. Oui, et puis quand on ne connaît pas la vie des gens, c'est-à-dire cette manière de juger trop vite. Et ce spectacle, il fait ça aussi, parce qu'on a voulu écrire quelque chose qui soit très drôle, parce que c'est important, avant d'être grave, mais il dit des choses nécessaires sur notre société. En effet, parce que ça parle de l'identité, ça parle du regard des autres, ça parle d'homophobie, mais sans jamais donner de leçons, ni faire de militantisme lourd et indigeste. Mais Marie, dans sa... comment dire, dans sa quête justement c'est un parcours d'acceptation de soi. C'est vraiment un parcours d'acceptation de soi, ce spectacle. J'ai oublié votre dernière question, mais c'est pas grave. Non, c'est pas important, parce que vous le dites très justement, tout le monde peut se retrouver dans ce spectacle. Il invite chacun à réfléchir sur les conventions sociales, sur les cases imposées par la société. Il bouscule un petit peu tout, et j'ai envie de dire qu'il rassemble énormément, que l'on soit même, j'ai envie de dire, homophobe, parce qu'à la fin, on se dit, mais qu'est-ce que je suis con. Vraiment, c'est le sentiment que ça a donné. D'ailleurs, vous avez parlé dans une interview d'un ami à vous. Oui, qui me l'a dit. Qui est venu voir le spectacle et qui vous a dit de façon très claire, j'étais comme ça. J'étais comme ça avant, ouais, bien sûr. Et on a beaucoup de retours. Je pense que ce spectacle peut faire du bien. J'ai beaucoup le mot utile qui me revient. Drôle et utile. C'est exactement ce que je veux dire. Quel que soit ce qu'on traverse de différent, vraiment. Il y a des gens qui sortent en larmes. C'est très troublant pour nous, même si dans l'écriture on avait cette volonté-là de dire des choses importantes. Mais c'est toujours... Il y a beaucoup de tendresse dans le spectacle. Je dirais que c'est une grande claque pleine de tendresse. Et c'est ça qui touche. C'est qu'on vous raconte une histoire vraie, qui est celle de Marie, et qu'elle raconte son histoire avec autodérision, beaucoup, et avec colère parfois, mais c'est toujours sincère. Le propos, il est sincère, et on ne critique rien, mais on pose des questions, on interroge. Donc,
les mots qui reviennent, c'est que quand les gens l'ont vu et sortent de la salle, ils nous disent c'est très drôle, et on sort un peu différent. Ça fait réfléchir et on sort différent. Exactement. Et vous l'avez dit, il y a de l'autodérision dans les moments de vie qui sont des moments drôles, comme cet échange entre un boucher ou encore avec un imprimeur. On écoute un extrait. Mon boucher aussi, véridique. Je rentre dans la boucherie. Il me regarde. Bonjour monsieur. Je ne laisse pas. Qu'est-ce que je vous sers, madame? Ça y est, il percute. Allez, au revoir, monsieur, dame. Voilà, donc lui, dans le doute, il a tout dit. Allez, une petite dernière pour la route, parce que celle-là, elle m'est arrivée récemment. J'avais besoin d'imprimer des documents. Donc, je rentre dans une imprimerie. Jusque-là, pas de problème. Et là, devant moi, un mec beau, grand, musclé, les yeux bleus, incroyable. Il me regarde de la tête aux pieds pendant bien 5-7 secondes et il me fait bah là, je sais pas. C'est un passage du spectacle que je trouve extraordinaire parce qu'on peut s'amuser aussi de soi-même finalement. C'est très drôle. C'est très drôle. Bien sûr, et c'est ça qui fait rire. Qui fait rire. Et voilà, on dira ça à Sharon Stone au passage. J'ai beaucoup pensé à elle sur cette phase-là où l'époque où elle avait les cheveux très courts. Oui. Comme si on aurait pu dire ça à Sharon Stone à l'époque. Vous vous moquez aussi de toutes ces associations, ces institutions qui mettent aussi dans des cases sans forcément de raison. Et j'ai envie qu'on écoute encore un extrait. Bah tiens, faut que je vous raconte un truc. Un jour, je discute avec une personne de la communauté LGBT et le reste de l'alphabet. Hein. Et à un moment donné, elle me fait Quoi, tu bois du vin? Ah ben non, non, je suis désolée, je bois pas d'alcool. Oh, c'est dommage, parce qu'on a créé un petit groupe d'onologie pour les lesbiennes. Et on a appelé ça les onologuines. Non mais je vous jure que c'est vrai. Hein. Les onologuines. Ils ont créé un groupe qui s'appelle les onologuines. Puis alors, je sais pas pour vous, mais pour moi le mot gouine, il devrait pas exister en fait. Voilà, et j'ai trouvé que ce passage était aussi extrêmement fort. Il y a une phrase, la communauté LGBT crée aussi des fossés entre les genres. Et c'est important de le dire, comme on peut tout à chacun reprocher à sa communauté d'être trop ci, trop ça. C'est important de le souligner, parce que Maribo dit aussi que quand elle se retrouve dans le Marais, elle se rend compte qu'il y a quand même des cases, il y a des trottoirs pour les hommes, des trottoirs pour les femmes, et elle est au milieu. Bien sûr, c'est dommage, et c'est vrai que on a l'appareil de la communauté. Hier soir, par exemple, il y avait 2 personnes de notre communauté qui étaient là et qui, en sortant, m'ont dit j'avais un petit peu de mal avec ce discours-là, mais en réfléchissant, vous avez raison de le souligner. C'est vrai que c'est dommage. Est-ce qu'il y en a qui vous disent ça fait du bien? Plein, mais vraiment plein. Ouais. Et heureusement. Parce que ça casse quand même des clichés pas top. Ouais, et puis parce qu'on ose aborder un sujet, je crois, je sais pas si j'entends qu'il n'y a pas eu beaucoup de spectacles qui parlent de ça, qui ont osé ce discours-là. Parce que je vous dis, c'est délicat et que il était très important. Moi, je sais que dans ma direction d'acteur avec Marie, j'ai fait très très attention à ce qu'il n'y ait jamais pas d'agressivité, mais que le ton soit toujours aimant, empathique, et pour que le propos soit recevable. Sinon, il y a des choses qui ne sont pas entendables. Donc ça, c'était très important pour moi. Mais oui, ça fait du bien, ça va faire du bien aux jeunes. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, le spectacle, vous devriez le jouer dans les lycées, pour les jeunes, parce que voilà, hier, il y a quelques jours, il y a quelqu'un une jeune femme qui m'a dit, je vais revenir avec mes parents pour qu'ils comprennent. Ça fait réfléchir. Et moi, on m'a dit, je vais revenir avec mon oncle parce que c'est tout à fait utile. Il a eu quelque chose avec son fils. Ils se sont plus parlé pendant un certain temps. Bien sûr. Et en effet, c'est utile. C'est le mot le plus important qu'il faut retenir. Et puis, vous parlez aussi, à travers le récit de Maribo, la thématique, évidemment, de la quête d'identité, on le sait, de l'acceptation de soi, du regard des autres, mais aussi, bien sûr, l'homophobie. Un extrait. Un jour, avec ma sœur, on pousse la porte d'un McDo. On est dans la file d'attente. Et derrière nous, on se fait alpaguer par un mec qui très gentiment nous dit non mais regarde-moi ces 2 gouinasses là. Non mais sérieux, elles ont même pas honte. Hein. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Les PD, ça se reproduit pas.
Mais il y en a de plus en plus, hein. Eh ben dis donc, vu ta gueule, on se demande pas qui c'est qui fait l'homme. Wow. Alors évidemment, personne n'a réagi, personne n'a pris notre défense, même pas nous. Je suis pas encore lesbienne que je subis déjà l'homophobie. C'est une scène aussi absurde que violente. Bien sûr, on l'entend. Vous le disiez tout à l'heure, elle ne le sait même pas à ce moment-là, puisqu'elle le dit sur scène, où est-ce qu'elle en est dans sa vie, qu'on lui colle déjà cette étiquette. C'est un seul en scène qui est très émouvant. Cette partie-là, elle est un peu sidérante. Est-ce que vous avez, vous, déjà vécu ce genre de moment dans votre vie, Anne Hunen ? Oui, bien sûr. Et comment vous l'avez vécu ? Est-ce que vous en êtes défendu ? Parce que là, pour le coup, on est dans la sidération dans le cas de Non, Marivaux. moi j'étais sidérée aussi. Ouais. J'ai été dans un état de sidération et je n'ai pas su réagir. Ouais. Ah oui, c'est l'extrait que vous avez choisi de passer qui... et il y en a d'ailleurs, et évidemment, à chaque fois on rebondit avec du rire, même quand c'est difficile, mais il est très représentatif du spectacle. Parce qu'on a la sensation que dans ce spectacle, il y a la pression de la société qui reproche aussi d'être ou de ne pas être finalement, quand on a envie que la personne, elle rentre dans la case. C'est ça, on ressent vraiment ça. Le message très fort, je dirais, peut-être la séquence émotion, bien sûr, je ne vais pas tout dévoiler et surtout pas la fin. Mais vous dites aujourd'hui, dans 12 pays, aimer la personne inappropriée peut vous mener à la potence. Dans 69 pays, c'est interdit. En 2025, on rêve d'explorer Mars, mais on n'est toujours pas capable d'accepter que Paul aime Pierre et que Marie aime Julie. Le problème des homophobes, ils ne nous voient pas comme des êtres qui ne pensent qu'au sexe, ils ne nous voient que comme ça, mais ils ne comprennent pas que l'on ne pense qu'à l'amour. Et c'est une phrase, bien sûr, qui est magnifique parce qu'il y a cette volonté de rencontrer quelqu'un et elle dit moi, je veux aimer quelqu'un, je ne veux pas forcément épouser un combat. Ouais. Mais ce sont des moments qui peuvent paraître dérangeants quand on les lit comme ça ou quand on les entend, mais non. Ils sont nécessaires. Ouais. Ils sont nécessaires et oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, la salle, les gens sont enfoncés dans leur fauteuil, mais c'est malheureusement notre quotidien. En 2025, ça reste s'assumer reste un combat et c'est difficile. C'est difficile et je crois que derrière, voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, derrière chaque sale gouine ou sale pédé, il y a quelqu'un qui souffre et que faire son coming out aujourd'hui est un acte de courage, mais ne pas le faire est aussi un acte de courage aujourd'hui. Et Marivaux en parle sur scène avec une phrase aussi, je vous le redis, on ne choisit pas la difficulté. Qu'avez-vous à dire, vous, Anne, aux parents qui nous écoutent en ce moment et aux enfants qui ne savent pas quoi faire, justement ? Mon Dieu, de se connecter à leur cœur, de penser, je pense que l'amour permet beaucoup de choses et que c'est le seul chemin de l'acceptation, finalement, que les guerres ne servent pas à grand-chose et qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas la différence, justement, Marie le dit très bien, on peut choisir d'accepter et d'embrasser cette différence, mais c'est un parcours si difficile que l'enfant ne choisit pas. Votre spectacle est accessible à partir de 12 ans. Je le recommande chaudement les lundis et mardis à 21h dans le théâtre le plus joli de Paris, le théâtre Le Pic. Je suis bien d'accord avec vous pour ce spectacle. On va tous être d'accord ou pas jusqu'au 1er juillet. Tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite le rappel des titres avec Étanine Belaïch. Bonjour Étanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. La Fondation humanitaire de Gaza annonce suspendre temporairement ses opérations dans le territoire en raison de désordres. La première journée de distribution de l'organisme privé hier a été marquée par des scènes de chaos. L'armée israélienne dément avoir tiré sur la foule lors de cette distribution hier à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
L'arme est mise en cause par le chef du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans les territoires palestiniens. Des manifestations et des rassemblements ont lieu en Israël depuis ce matin pour marquer les 600 jours de captivité des otages retenus par le Hamas à Gaza. Leurs proches exigent leur libération immédiate et la fin de l'offensive israélienne à Gaza. 7 millions de shekels de fonds terroristes ont été saisis dans toute la Judée-Samarie lors de raids nocturnes par les forces israéliennes contre des bureaux de change. Cela équivaut à près de 2 millions d'euros. 30 terroristes ont également été arrêtés. Objectif pour Tsahal, lutter contre le financement du terrorisme. Une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine, Donald Trump et Volodymyr Zelensky proposée par ce dernier ne sera acceptée par Moscou qu'après des accords concrets entre la Russie et l'Ukraine, prévient le Kremlin par le biais de son porte-parole cet après-midi. En France, enfin, après l'annonce, les contestations s'organisent. Plusieurs rassemblements sont prévus à 18h30 ce soir à Paris ou encore à Toulouse pour dénoncer la reprise du chantier de l'autoroute A69 à partir de la mi-juin. Elle a été décidée par la Cour administrative d'appel ce matin. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Anne Lenen et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, Médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Fabienne Hameçon, responsable du service écoute-mémoire de l'OSE. Dans leur enfance, les survivants de la Shoah ont connu des années terribles. Mais plus de 70 ans plus tard, l'OSE veut leur permettre de vivre de bons moments, des moments de partage, de chaleur humaine et de solidarité au sein de ces différents services, des lieux de parole et de convivialité, tels écoute-mémoire et histoire, le café des psaumes, les graines de psaumes. Aidez-nous à leur apporter aujourd'hui ce bien-être. Merci à vous. Association OSE, dons sécurisés, ose-france.org. Et si Shavuot pouvait nous aider à revitaliser notre démocratie? Dimanche 1er juin, dans les synagogues parisiennes de judaïsme en mouvement, venez célébrer le don de la Torah lors d'une nuit d'études avec les rabbins de judaïsme en mouvement et des philosophes qui questionneront la démocratie et les 10 paroles ou comment un texte ancestral peut reconstruire un dialogue démocratique. Avec François Racheline, Dominique Schnapper ou encore Vincent Payon. Programme et réservation sur judaïsmeenmouvement.org. judaïsmeenmouvement.org. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Anne Lenen, pour la mise en scène et la coécriture du spectacle. On va tous être d'accord ou pas sur les codes et les cases, portés par Maribou en ce moment au théâtre Le Pic, les lundis et mardis à 21h jusqu'au 1er juillet. Je ne vous pose pas la question évidemment parce que je sais que vous aimez le théâtre, mais Charlène Villemer nous y emmène tout droit. Au théâtre. Et nous allons redécouvrir un grand classique avec vous, Charlène. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Anne et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au Théâtre du Splendide pour un triomphe, une reprise prolongation et une pièce déjà adaptée au cinéma. Une histoire d'amour signée Alexis Michalik. C'est une histoire toute simple, celle d'un déménagement, un regard puis un coup de foudre. Voilà le point de départ de cette pièce créée à la Scala en 2020. C'est l'histoire de 2 femmes, Justine et Katia, qui tombent amoureuses. Malgré les obstacles, l'hétérosexualité de Justine, la peur de l'engagement de Katia, le regard des autres, elles décident de se laisser une chance, de s'aimer, de faire un enfant et de laisser le hasard décider de qui le portera. Jusque-là, tout va bien. Mais la vie, on le sait, est rarement un long fleuve tranquille. Le fruit de leur amour naîtra, mais il grandira sans l'une de ses mamans. Dans cette pièce, ce sont en réalité plusieurs histoires d'amour qui s'entrelacent. L'amour entre 2 femmes, l'amour entre une mère et sa fille, l'amour pour un être disparu, et celui naissant entre une enfant et celui qui va l'élever. Je veux qu'on fasse ça ensemble. Vous allez avoir une petite coupe.
Eh ben alors, ça va pas ? Je vais mourir et ma fille a besoin de quelqu'un et je n'ai personne d'autre que toi et t'es alcoolique comme papa. Réfléchis, elle a bien aimé quelqu'un un jour, non ? Oui, mais c'était il y a longtemps. Je te déteste ! Jeanne, je sais ce que tu traverses. Ta mère et moi, on a vécu ça. Elle tenait absolument à ce que je m'occupe de Jeanne. Et vous ? Le voulez-vous ? Une pièce qui, à la lumière de la vôtre, Anne Le Naine, questionne les normes, les cadres familiaux et nous fait voyager. Une virée introspective sur ce qu'aimer veut dire et ce que ça dégage pour soi et pour les autres. C'est toute la magie créative d'Alexis Michalik. Ce conteur d'histoire hors pair, cet architecte du récit, 4 nominations et un Molière du metteur en scène en 2020. Alexis Michalik illustre avec brio les vertiges de la passion, à un rythme effréné, dans l'écrin du mythique théâtre du Splendide. Une histoire d'amour, c'est une histoire universelle, populaire, qui touche au cœur et résonne en chacun de nous. À découvrir ou à redécouvrir jusqu'au 29 juin au théâtre du Splendide. Quelle merveilleuse chanson pour terminer cette chronique, ça donne très envie. En effet, c'est comme devenu un grand classique, cette pièce de théâtre qui est aussi devenue un film en salle il y a 3 ans, porté par Alexis Michalik, Juliette Delacroix ou encore Marika Soyer. Un très beau film, une très belle histoire à découvrir qui est en effet devenue une pièce qui a été jouée très longtemps au théâtre et qui revient à aller voir. Absolument. Allez, tout de suite, c'est le billet du jour avec Annabelle Guéraud. Would it be a sin? Le billet du jour. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Anne. Bonjour Dans cette chronique, c'est l'actualité, c'est votre actualité qui nous accompagne. Allez, c'est parti. Commençons par quelques questions simples. Dans quelle case êtes-vous, chère Anne ? Parce qu'il faut choisir, c'est la règle, faut cocher. Comédienne ou actrice ? Actrice ou metteuse en scène ? Metteuse en scène ou comédienne ? Vous l'aurez compris où je veux en venir. Le rangement dans ces fameuses cases, un sport national en France. En France, difficile d'être pluriel, de faire plein d'activités à la fois. Soit on passe pour une ou un mytho, soit on est trop différent et on est mis sur le banc de touche. Dans tous les cas, c'est mal vu. Cela dérange. Alors, pour nier cette différence, pour ne pas reconnaître cette différence à être polyvalent, il y a un réflexe populaire, un réflexe pavlovien dont on ne sait d'où, et qui consiste à entrer les personnes dans des cases. Comme ça, bien étiquetées, bien rangées. Rien qui dépasse. Non mais, parce que vous savez Anne, la différence, ça fait peur, il y a des choses à pas dire et à pas montrer. Alors évidemment, vous comprenez bien que si vous mettez le bazar dans ce classement, si vous changez de case sans prévenir, si vous êtes candidat à plusieurs cases à la fois, alors là, vous donnez le bâton pour vous faire battre. Les critiques, elles ont la dent dure, et elles ont la tête molle. Donc, et les antennes, elles vont se croiser, ils vont perdre le nord. Alors en quelques instants, ça va être un orage de critiques, un torrent de haters qui inonde les réseaux sociaux. Dans ce monde hyper-connecté 5.0, c'est une réalité. Il est devenu plus difficile d'exprimer sa différence, son appartenance à une minorité. Car oui, aujourd'hui, il est devenu plus difficile, voire impossible de débattre. C'est une forme d'atteinte à la liberté d'expression. Comme l'explique d'ailleurs très bien Thomas Hockman dans son dernier livre sorti récemment, On ne peut plus rien dire, liberté d'expression, le grand détournement, que je vous recommande. Car oui, l'important n'est plus de chercher à comprendre, mais de faire du bruit, de faire mal avec les mots pour ne pas laisser l'autre se faire entendre, ne pas laisser l'autre se faire comprendre. Alors, quand une voix, un spectacle, une énergie vient mettre un joyeux bazar dans tout ça, ça fait du bien. Et cette voix, c'est celle de Maribot. Dans le spectacle, on va tous être d'accord ou pas que vous mettez en scène. On va être tous d'accord ou pas. Un titre qui dit tout. Ici, pas de consensus attendu, mais de la matière à penser, et peut-être aussi de la matière pour déconstruire des a priori bien ancrés. Dans ce spectacle, l'identité n'est pas un slogan, mais une matière vivante. Et l'humoriste Maribot ne pouvait pas mieux tomber que de vous avoir en tant que metteuse en scène. Anne, vous êtes un miroir d'identité plurielle qui ne répond pas aux clichés populaires. Vous ne rentrez pas dans une seule case, la preuve. Vous passez d'études supérieures où on triture les chiffres toute la journée à une vie professionnelle où on joue avec les mots et les émotions. Et c'est pas tout. Mannequin à 18 ans, femme toujours apprêtée, féminine. Et cela ne vous empêche pas d'être la reine du bricolage, d'avoir le cœur saphique et de savoir vous défendre à base de prise de Krav Maga. Anne, on est d'accord. Cela fait beaucoup de variables qui ne rentrent pas dans les standards populaires, on est d'accord. Et vous êtes la metteuse en scène de choc qu'il fallait pour le One Woman Show de Maribot. On va tous être d'accord ou pas, d'accepter que tout le monde ne soit pas contraint de rentrer dans le même moule. Ce n'est pas une tare,
c'est même une force, car la personne ose être soi-même. C'est ce qu'on appelle la visibilité. Et ça, c'est magique, c'est l'envolée vers le champ des possibles. Aujourd'hui, on va tous être d'accord ou pas, se joue au théâtre. Il fait rire, il retourne à l'envers quelques croyances qui ont la vie dure sur l'homosexualité. Et ça, c'est chouette. Anne, et si ce spectacle était adapté au monde de l'entreprise ? Ça serait un outil fabuleux pour prôner l'inclusion et la diversité dans le monde professionnel. Car oui, les discriminations existent partout, et même au travail. Le monde du travail n'est pas un bunker. Selon une étude de l'INSEE menée en 2021 et qui est parue seulement en 2024, 9,1% des travailleurs déclarent avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations. Alors parmi les critères étudiés, âge, origine, état de santé, handicap, le sexisme. Et le sexisme, il apparaît le principal motif de discrimination au travail pour 19% des interrogés, dans un rapport 1,15 entre hommes et femmes. Une enquête menée en 2021, je le répète, quid d'une enquête semblable réalisée en 2025, où on connaît une hausse des agissements discriminatoires. Alors oui, dans ce monde 5.0, on a vraiment besoin de nuances pour adoucir les mœurs. Et le show, on va tous être d'accord ou pas, est fait pour ça. On va tous être d'accord ou pas avec Maribot, c'est jusqu'au 1er juillet au Théâtre Le Pic. Merci beaucoup Annabelle Guiraud pour cette chronique. Évidemment, à la semaine prochaine sur Radio J. L'introspection. Allen, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout. Et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Essayons de faire cela maintenant avec quelques phrases pour recueillir un sentiment, une pensée, une anecdote, une émotion. La première. J'ai toujours pas les réponses, mais je m'en fous parce que je n'ai plus les questions. » Bah oui. Ça me rappelle ce que m'avait dit le premier psy que j'étais allé voir, qui soignait d'une manière particulière et qui m'avait dit « Est-ce que vous voulez guérir ou est-ce que vous voulez comprendre ?» C'est intéressant. Ouais. Et oui, les questions, c'est épuisant, les questions. Et donc, moi, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre, mais... C'est très fort comme phrase dans votre spectacle. Est-ce que vous pensez que nous avons tort, en règle générale, d'avoir raison, mais trop tôt ? Bien sûr. Faut essayer de... C'est intéressant de ne pas croire qu'on a raison. C'est toujours intéressant, c'est facile, mais il faut un peu de maturité pour ça. Au début, on pense avoir souvent raison et on se rend compte qu'on se trompe, mais s'interroger, c'est toujours intéressant. Et je dirais qu'il est, pour en revenir au spectacle, que ce spectacle, il est là aussi pour développer l'empathie des gens. Parce que quand on ne connaît pas la vie de quelqu'un, c'est très facile de juger et d'avoir des a priori et de mettre les gens dans les cases. Et que quand on sait ce qui s'est passé, quand on comprend pourquoi le parcours de certaines personnes, ça permet d'avoir de l'empathie et de la compréhension, et donc de ne pas juger. Tout à fait. La phrase qui est pour moi vraiment bluffante, c'est « Je n'ai pas choisi la difficulté ». Ah non. Et c'est, je pense, très très fort et ça peut vraiment changer les mentalités, je pense, du public qui viendra voir ce spectacle et je recommande chaudement d'ailleurs de venir le voir. Qui veut la paix prépare la guerre. Qu'en pensez-vous ? Qui veut la paix prépare la guerre. Je n'aime pas ce mot. Je déteste ce mot. Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois profondément et de plus en plus qu'il faut... alors, c'est enfoncer des portes ouvertes et ça peut paraître facile à dire, mais je suis pas pour la guerre. Jamais. Et c'est un chemin qu'il faut essayer d'avoir, d'essayer d'être constamment dans l'amour, quelle que soit la situation, constamment dans la compréhension de l'autre, de se dire s'il est agressif avec moi, s'il me mord, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, qu'est-ce qu'il a vécu pour être odieux, qu'est-ce qui lui est arrivé pour me faire du mal. Alors c'est difficile et parfois, je dirais on a envie de se dire pas de compassion idiote non plus. Il y a des gens, c'est compliqué, mais je pense que c'est le chemin. C'est le chemin parce que sinon la guerre appelle la guerre et je sais bien ce que je dis. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur.
Je crois que le courage, c'est aussi essayer de ne pas fuir les émotions qui sont parfois terrifiantes. Et même si notre cerveau est bien fichu et que parfois quand on est confronté à l'insupportable et quand on est face à des situations terribles, il s'opère une forme de déni du cerveau qui fait qu'on ne ressent pas les choses à la hauteur de ce qu'elles sont, parce que les ressentir, ce serait mourir un peu. Mais c'est ce courage-là, oui, il est de se dire je veux ressentir toutes les émotions, même si elles sont terribles, pour ne pas être dans le déni et regretter après parfois certaines choses dans des situations douloureuses. Je terminerai avec une phrase qui est « La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre ». La vie est un grand jeu. La vie est un grand jeu et ça passe si vite. Bien sûr. Alors certains diraient que... Pourtant j'ai une formation scientifique, mais pareil, c'est une dualité, je ne suis pas que scientifique. Et je crois profondément que c'est ici notre... que les difficultés, on les vit ici, en fait. Je pense que c'est... Ouais, Pardon, je suis émue, mais... Oui, j'ai besoin d'un petit peu de temps, pardon. On terminera juste avec une philosophie peut-être à vous, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous porte, ou peut-être un conseil qu'on vous a donné, une main qu'on vous a tendue, la plus belle chose qu'on vous a dit peut-être, Anne Le Naine. Que je faisais du bien aux autres. En fait, je suis quelqu'un d'hypersensible et c'est à la fois une qualité parce que être hypersensible, c'est avoir la peau du cœur extrêmement fine, donc on ressent absolument tout. Mais c'est vertigineux parce qu'un mot peut vous donner le vertige et vous faire tomber dans des abîmes qui vous font perdre la parole, comme ça vient de m'arriver, et qu'il faut savoir jongler avec les émotions qui vous traversent parce que tout vous traverse quand on est hypersensible. Mais oui, ce que j'aime qu'on me dise, c'est que j'aime ce mot parce que j'ai l'impression que parfois il est presque méprisé quand on dit à quelqu'un tu es gentil. C'est comme si être gentil, ça voulait dire être neuneux, idiot, ou je ne sais pas. Enfin, et ce mot, je voudrais qu'il revienne à l'honneur parce que c'est tellement merveilleux, quelqu'un de gentil. C'est tellement important d'être gentil. Donc j'aime quand on me dit oui, que je suis bienveillante et gentille. Et utile. Et utile, j'essaye de l'être, oui. Utile et fidèle. Parce que vous l'entendez beaucoup, le mot utile, en ce moment. Oui, c'est vrai. Et fidèle à mes valeurs et aux gens que j'aime. Anne Le Naine, tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Oula. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. C'est mon moment préféré, je dois l'avouer. C'est à vous, Christian Richomme. Bonjour. Bonjour Cyrielle. Bonjour Anne. Bonjour. Vous nous avez donné 3 mots: obstinée, courageuse et gentille. Alors aujourd'hui, je vous propose un portrait tout en contraste. Pour une guerrière pacifique. Avec un coup de poing choisi dans un gant de velours. Pour nous mettre tous d'accord. En tout cas, je l'espère. Alors je vous propose une leçon de Krav Maga. La première prise de la Krav Maga que je vous présente, ce sont les poings serrés. Parce que derrière une allure élégante, un sourire rassurant, une combattante de l'ombre. Née à Arras, élevée au Gabon, qui a vécu dans un cadre aimé, en Afrique douce. Une fille joyeuse, avec quelques angoisses, hyperactive, hypersensible, et puis quelques drames. Donc vous avez grandi dans un monde où il fallait s'imposer. Il fallait éviter certains regards qui jugent, et ces silences. Alors vous avez appris à avancer, comme avec Ted Lapidus, et ensuite choisir vos propres rôles. Une sorte de lutte pour exister et une force créative. Là, on retrouve la personnalité obstinée. La deuxième prise de Krav Maga que je vous propose, ce sont les bras ouverts, parce qu'on a une femme gentille. Pas pour accueillir les autres. Ce n'est pas qu'une combattante, c'est aussi une protectrice. Elle tend la main, elle défend, elle crée pour les autres. Elle a envie de s'occuper des autres. Alors, que ce soit le kit de survie, la vidéo d'autodéfense, son engagement pour les causes LGBT, elle développe un art martial
du cœur. La troisième prise, c'est l'arme des mots. Parce qu'avec vous, le théâtre, c'est comme un ring d'expression. Vous racontez un peu votre propre combat ou celui qu'on a voulu taire. Le théâtre devient un donjon des émotions. On y échange des coups, mais des coups de mots. On y prend des uppercuts de vérité, mais toujours avec un sourire qui désarme. Une Amazone contemporaine. Vous avez tronqué l'arc et la flèche contre des mots. Mais le combat reste le même, drôle et utile. Alors, cette dernière phrase, cette dernière prise de Krav Maga, c'est le bouclier du cœur. Parce que vous êtes une femme courageuse et une femme aimante. Aimer, c'est oser se rendre vulnérable. C'est une amoureuse qui ne se cache pas, même si elle est avec la Beyoncé de l'humour. L'amour est un choix, un combat et parfois une révolution intime. Derrière les coups portés et les mises en garde, il y a un cœur grand ouvert. Parce que le vrai courage, c'est peut-être cela, oser être tendre dans un monde qui nous pousse à être dur. Alors après ce moment de Krav Maga, Anne, vous êtes le donjon et le théâtre réunis. Vous nous apprenez que se défendre, ce n'est pas être contre. C'est être pour soi, pour l'autre, pour l'amour. Et que parfois, dans le monde qui nous bouscule, le plus grand des arts martiaux, c'est oser dire je t'aime, sans baisser les bras. Waouh! Vous avez un Xanax, quelque chose? Je sais pas si je mérite tout ça, mais je suis extrêmement touchée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian Richomme, que l'on retrouve évidemment toutes les semaines sur Radio J. C'était très beau, comme toujours, évidemment. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est un petit peu la fin de cette émission, Anne. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Bah oui, avant ça durait un peu plus longtemps, mais plus c'est court, plus c'est bon. Alors merci d'être venu avec nous dans cette émission pour nous parler de votre mise en scène et de la coécriture du spectacle. On va tous être d'accord ou pas. Porté par Maribo en ce moment au théâtre Le Pic, lundi et mardi à 21h jusqu'au 1er juillet. Un petit mot de la fin qui vous revient. Mon Dieu, un petit mot. Et vous, un petit mot de la fin qui me revient. Je peux le faire pour vous. Oui, déjà dire que les projets à venir, il y a Master Crime, je crois, qui est en tournage. Si vous voulez peut-être en dire un petit mot. Absolument. Et on va y J'ai la chance d'être jurée dans un prix littéraire inédit. Qui a été créé par l'autrice Anna-Véronique Elbaz, qui est également par ailleurs auteure d'un roman à suspense formidable qui s'appelle Le Dernier Bistrot, que je vous invite à lire, qui est merveilleux. Et elle a créé ce prix d'écriture à deux auteurs, un prix d'écriture à quatre mains, qui est formidable, qui est donc passionnant. Et les remises du prix seront le 16 juin au Saint-James Paris. Il y a d'autres, je suis dans le jury, il y a d'autres gens, je ne connais pas tous les noms, mais il y a Marc Lévy qui est Giacometti qui est là également. Je pense que les auditeurs vont se ruer. Vous avez dit Marc Lévy, c'est OK. Et je suis très, très heureuse parce que c'est passionnant. Il y avait 31 livres à lire et il y a deux prix décernés et trois livres qui seront sélectionnés dans chaque catégorie. Vous avez choisi les livres que vous préférez? Oui. On a le droit de le dire? Non. Non, malheureusement pas, puisqu'on doit délibérer. Oui. Donc on peut venir. Les délibérations sont le 11 juin et la remise du prix le 16, donc je suis tenue au secret. Parfait. Donc on vient le 16 découvrir ces ouvrages écrits à quatre mains. Absolument. Qui sont formidables. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment, j'ai passé un moment très, très fort. Très partagé. Je crois que mes silences l'ont démontré. Merci beaucoup à vous. Merci à Raphaël Sebag et Rose Louvry-Buot pour l'aide à la préparation de cette émission. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec notre ami Frédéric Zetoun. En attendant, bien sûr, la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Merci aussi également à mes chroniqueurs Annabelle Guiraud et Christian Richomme aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Dans un instant, un peu de musique suivi du journal. À demain.